Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne. Ici Catherine Egault. Merci d'être à l'écoute de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine à Confluent, nous recevons France Moat, une grande dame de Picogan qui a à cœur la transmission de la culture et de la langue Anishinaabe, l'Anishinaabe-Mowen. France Moat travaille notamment à l'école Miigwech de Picogan, communauté Anishinaabe connue également sous le nom de Première Nation Abitibi-Winni. Située dans la région d'Amos, la communauté est bordée par la majestueuse rivière Arikana. France Moat crée pour les enfants de l'école Miigwech différents outils pédagogiques favorisant l'apprentissage et la sauvegarde de la langue Anishinaabe, l'Anishinaabe-Mowen. Elle a également traduit le Nouveau Testament dans cette langue. Plus récemment, elle a traduit les 6 épisodes de la série Pour toi, Flora, de la cinéaste Sonia Bonchepil-Boileau, qui retrace les répercussions des pensionnats autochtones au Québec. France Moat nous parle ici de sa communauté, de sa langue maternelle, de son désir de transmission. Cette entrevue a été captée le 5 avril 2022 à Picogan, dans l'église de la communauté. Écoutons France Moat, enseignante à l'école Miigwech de Picogan, traductrice et grande gardienne de la langue et de la culture Anishinaabe. France Moat, bonjour. Oui. Alors France, étant donné qu'on est en territoire Anishinaabe, on va peut-être éviter le vouvoiement, même si c'est très commun à la radio. On va opter pour le tu, étant donné que... en fait, pourquoi? Tiens, je vais te laisser l'expliquer. En Anishinaabe, c'est la langue algonquine. En Anishinaabe-Mowen, là, c'est... on ne vous voit pas, nous, nos parents. On vous voit peut-être quand c'est un groupe. Quand on parle à un groupe, là, on va vous voyer. Mais une personne, comme entre vous et moi, on ne vous voit pas, la personne. J'ai jamais vous voyé ma mère, j'ai jamais vous voyé ma grand-mère, sauf quand c'est un groupe de personnes. Fait qu'on dit, on parle au tu, deuxième personne du singulier. Parfait. Fait que c'est pour ça qu'on va se tutoyer. J'aime ça. D'accord. On va se tutoyer parce qu'on est à Picogan. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu... Oh, pardon. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu... C'est correct si vous me dites le vous aussi, là. C'est un apprentissage. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la communauté Anishinaabe de Picogan? OK. Picogan, ici, c'est une petite communauté d'environ 700-800 personnes qui vivent dans la communauté. On a au-dessus de 130 maisons. C'est sûr que dans à Picogan, on appelle ça une liste de bandes, la bande de Picogan, de Abitibi-Winni. Il y a au-dessus de 1500 personnes qui sont inscrites. Donc, il y a des personnes qui demeurent pas dans la communauté. Fait qu'on parle des gens qui vivent à Montréal, ou ceux qui sont allés aux études, ou qui déménagent tout simplement avec quelqu'un d'autre qui est alloctone, mais ils sont quand même membres de Abitibi-Winni. Puis ici, Abitibi-Winni, Picogan, elle a été installée ici par rapport à quand il y a eu l'installation du pensionnat. Parce qu'avant, tous les Anishinaabe vivaient dans leur territoire, sur le chemin de Matagami, là, jusqu'à un peu l'autre bord de Matagami, juste avant Matagami, et en passant par Joutel, Lassar et Palmarol, tout ça, c'était tous les territoires des gens ici, des clans, dans la communauté. Et à tous les étés, là, les Anishinaabe se réunissaient au lac Abitibi. Fait qu'au lac Abitibi, il y a comme une pointe, là, la pointe Abitibi. Ça, tous les Anishinaabe, là, ils se réunissaient là pour l'été, en vue de la visite du missionnaire, des gens de la Compagnie de la Paix du Son, pour vendre leur peau. C'est pour ça qu'on nous appelle Abitibi-Winni Abitibi, parce qu'on est en Abitibi, puis on se réunissait au lac Abitibi. Donc, Abitibi-Winni, c'est nous c'est nos parents, nos arrière-grands-parents, qui se sont réunis là. Donc, Abitibi-Winni, c'est gens de. C'est pour ça qu'on... Puis, pour s'être installé ici, c'est parce que, justement, je parlais des pensionnats. Ils ont cherché des places où est-ce qu'on pourrait installer la communauté d'Abitibi-Winni. Donc, le plus proche, ça a été ici, où ce qu'on est présentement.
C'était un fermier qui avait cette terre ici avant. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu ici. Donc, la communauté a été déplacée ici. Bien, déplacée, je me dirais réunie, parce qu'on restait tous dans nos territoires traditionnels avant. Puis quand les enfants ont été amenés, arrachés à leur terre pour les amener au pensionnat, là, les parents ont voulu se rapprocher, là. Certains demeuraient en ville, d'autres demeuraient un peu partout aux alentours d'Amos, dans des tentes, pour pouvoir être proches de leurs enfants. Et France Mouat, vous êtes très investi dans la transmission de la langue Anishinaabe. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de cette langue à l'heure actuelle? C'est une langue qui est presque en danger, je devrais dire, parce que les enfants parlent de moins en moins la langue. Pour faire une histoire courte, la langue Anishinaabe, avant les pensionnats, tout le monde parlait à 100% la langue. Quand les enfants sont allés au pensionnat, la langue Anishinaabe est interdite là-bas, hein? Fait que sous peine de punition et tout. Fait que les enfants qui allaient là-bas, en revenant déjà, ils avaient perdu un peu la langue. Fait que quand ils revenaient à la maison, ou dans le territoire, là, ils avaient déjà perdu la langue, les parents ne reconnaissaient plus, ils ne comprenaient plus les enfants. Fait que la coupure de la langue s'est faite là, et ça s'est coupé à 50%. Juste ça, là, cette partie-là. Après ça, vu qu'on s'est établi à Picogan, la proximité de la ville d'Amos, il y a eu aussi... Ça aussi, ça l'a fait que la langue aussi s'est perdue parce que il y a eu une école, oui, ici, mais à un moment donné, les plus grands allaient en ville. Puis, rendu là, on parle juste le français, puis la ville était très proche, fait que là, on a perdu un autre 25%. Donc, ouais, vous voyez, il reste juste 50% des jeunes là, qui parlent. Par contre, tous ceux qui sont allés au pensionnat, à partir, je dirais, de 60 ans et plus, parlent parfaitement la langue. Par contre, quand ils sont allés au pensionnat, ils ont perdu comment je dirais ça? Comment élever un enfant? Parce que tout était enlevé. Même les parents qui étaient en ville, qui attendaient leurs enfants, ils ont perdu leur compétence parentale, justement. Dont il y avait la langue Anishinaabe qui devait l'apprendre. Mais ils sont arrivés, c'était des inconnus, là. Donc, à partir de 60 ans et plus, tous les Anishinaabe ici parlent Anishinaabe-Moine. Après ça, de 60 à 35 ans, là, c'est déjà, ça gobe de 50. Parce que, justement, la coupure du pensionnat, ces personnes-là qui ont des enfants maintenant, ils n'ont pas appris vraiment la langue. Sauf ceux qui avaient vraiment la langue à cœur. Il y a des personnes ici qui ont 12 ans et ça parle Anishinaabe parce que le parent, la grand-maman, elle avait ça à cœur, qui a transmis à son enfant, puis son enfant, il transmis à son petit-enfant. Fait que la génération des enfants aujourd'hui, dépendamment de la famille, ils parlent Anishinaabe là. Puis pour ce qui est mettons, je dirais 18 ans et moins, là, ça gobe déjà de 15%. Parce que la façon les habiletés parentales, comme on parle, il ne l'a pas eu, ça. Fait que, comme quand on est à l'école avec les élèves, nous, on a des élèves de 12 ans à 4 ans, de 4 ans à 12 ans environ, c'est 10% des enfants qui parlent la langue. Par contre, on a dans notre école, on a des cours de langue, en Anishinaabe. C'est un horaire de 9 sur 9 jours. Et dans les 9 jours, on a des périodes de langue pour tous les niveaux. Fait que dans 9 jours, en 9 jours ou en une semaine, l'enfant va à la langue Anishinaabe entre de 1h30 à 2h30 par semaine. C'est pas beaucoup. Par contre, il y a au moins ça qui reste. Donc, moi, je fais partie du développement des matériels pédagogiques. Merci. Fait que c'est ça mon travail.
Ça fait 20 ans que je travaille là-dedans. Et on a bâti plusieurs matériels. Il y a eu d'autres personnes avant, oui, mais c'était du matériel qu'ils utilisaient dans le temps, là, tu sais, avec des stencils et tout et tout. Mais ceux-là, on les a gardés. Présentement, on est en train de les mettre on est en train de les numériser, puis les garder, parce que c'est des archives qui ont... Des archives... C'est un patrimoine, quoi. Oui, puis c'est utile encore, parce que des mots, des fois, qu'on perd, qui ne s'utilisent plus, parce que la langue se perd. C'est comme un peu le français. Tu sais, quand le français, quand on parle le joual, mais ça existe aussi ici. On dirait que les mots se raccourcissent, justement pour... aller plus vite. Oui, puis en même temps, ben, je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est comme une façon de parler. Là. La langue a évolué beaucoup, beaucoup aussi. Là. Quel genre d'outils est-ce que vous êtes en train d'inventer pour enseigner l'Anishinaabe? Là, présentement, on a le tableau intelligent, là, comment ça s'appelle ça? Le tableau blanc? Smartboard, oui, le tableau blanc. Ça, c'est avec l'ordinateur et tout, là, parce que nous, la langue Anishinaabe, là, c'est une langue qui est orale. Puis tout ce qu'on dit, c'est tout descriptif. Donc, c'est pour ça que quand on dit l'Anishinaabe est visuel, c'est parce qu'on décrit tout, il faut tout voir, là, tu sais. Fait qu'on apprend par image. Ou, après ça, une fois que, pour les tout-petits, on apprend par image. Quand ils grandissent, ben là, on introduit la phraséologie, là, comment la phrase est faite. Après ça, on en rajoute, là, tu sais, le complément et, mettons comme exemple, moi j'appelle ça l'organisation spatiale. L'organisation spatiale, là, c'est comme dessous, dessus, tu sais, fait qu'on en ajoute à mesure que l'enfant grandit. On fait aussi de la conjugaison sur PowerPoint. On utilise aussi la nouvelle technologie pour faire nos chansons. Des films, pas encore, parce qu'on n'est pas rendu là. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui travaillent dans la langue. Ça prend aussi des sous. Hein. Présentement, ce qu'on fait aussi, j'ai réuni un groupe de travail, j'appelle ça le groupe de travail des personnes ressources. C'est des retraités qui ont déjà travaillé en langue ou qui parlent encore la langue, et on se réunit une fois par 2 semaines, à tous les 2 semaines, à une grande table. Puis là, on utilise le projecteur, puis on monte les images. Il y a des mots qu'on n'a pas encore en langue anishinaabe, comme par exemple un kiwi. Dans le temps, là, quand les Anishinabés vivaient dans le bois, ils n'avaient pas de kiwi. Mais aujourd'hui, kiwi, ça existe. Donc, on l'a appelé kiwi quand même. On a un alphabet aussi qui a été fait par les missionnaires. Quand les missionnaires sont arrivés au lac Abitibi, ils ont voulu évangéliser les Anishinabés. Mais pour pouvoir leur parler, ils ont écouté les Anishinabés, puis ils ont dit « Ah, il y a 4 sons. » Fait que le A, E se prononce « E », il y a le I, puis le O se prononce « OU ». Ça fait A, E, I, OU. Fait qu'ils ont parti l'alphabet avec ça, et ils ont vu que, ça fait... Eux autres, ils parlent en syllabes. Cha, che, chi, chou, ka, ke, ki, kou. Fait qu'ils ont fait l'alphabet à partir de A, E, I, O, et ils ont mis des lettres avant les voyelles. Fait que ça a fait un alphabet syllabique. Et on a 13 lettres, nous autres, en Anishinaabe. Est-ce que vous avez eu une formation académique pour tout réfléchir la pédagogie et tout ça? Ou vous avez appris J'ai suivi un bac en enseignement, oui. Par contre, il n'y a pas de bac pour la langue anishinaabe. Moi, étant donné que j'ai travaillé sur le Nouveau Testament depuis l'âge depuis que j'ai 17 ans, moi, je parle parfaitement la langue. Mes parents me l'ont appris parce qu'ils voulaient que ça soit ancré dans nos racines, dans notre vie. Donc, France Mowat, vous avez traduit le Nouveau Testament en Anishinaabe-Mowin. Quel était votre objectif quand vous avez commencé? Vous étiez très jeune. Oui, j'avais 17 ans quand ça a été le début du gros travail de la traduction du Nouveau Testament.
Mes parents ont reçu la visite de 2 linguistes, Roger Spillman et sa femme Ruth. Eux, c'était des linguistes qui ont été engagés par la Société biblique canadienne et l'Association internationale de Wycliffe, je ne me rappelle plus trop c'est quoi le nom, là, mais c'est en but de la traduction de la Bible. C'est ça, cette association-là. Mm-hmm. Fait qu'eux avaient présenté le projet. Donc, c'est Roger et Ruth qui ont fait qu'ils viennent ici à Picogan pour justement faire ce grand projet de traduction du Nouveau Testament. Ça a commencé en 1979. Donc, moi, quand j'étais jeune, c'est sûr que comme tout enfant, pas tout enfant, mais la plupart des enfants, j'ai arrêté l'école en secondaire 5 parce que ça ne marchait plus. Fait que j'étais un enfant qui n'a pas fini son école. Fait que ma mère a dit, ben tu ne seras pas toute seule de rester à la maison à rien faire. Fait que le monsieur Roger Spillman me dit, est-ce que ça te tente de traduire? Fait que j'ai commencé à traduire comme ça, à temps partiel. Puis des fois, quand je suis retournée à l'école, je faisais des fois par les soirs. J'ai commencé à traduire comme ça avec M. Spielman. C'est sûr qu'au début, il y a eu la traduction de chaque évangile. On a commencé par Jean et on a traduit... moi, je recevais des bouts de texte ou des chapitres pour traduire. Je faisais ça à temps partiel. Puis à un moment donné, j'ai grandi. Et je me suis mariée. Après le mariage, vu que moi et mon mari, on s'était mis d'accord que moi, je reste à la maison pour apprendre la langue à mon fils. Puis mon fils, présentement, aujourd'hui, parle complètement Anishinaabe, il parle parfaitement l'Anishinaabe. Fait que pendant 35 ans, c'est ce que j'ai fait. Wow, après ça, je suis retournée au banc d'école pour me perfectionner, le bac et tout. Mais le défi de ça, de traduire le Nouveau Testament, ça a été d'essayer de comprendre les paraboles. Parce que moi, si je lis un passage de la Bible, je vais comprendre d'une façon, et si tu le lis d'une autre façon, tu vas le comprendre d'une autre façon. Fait qu'il fallait traduire à ce que tout le monde ait le même... sens, quasiment le même sens. Les mêmes mais en possibilités même temps, oui, d'interprétation. c'est ça. Fait qu'on avait des outils pour nous aider à traduire vraiment le sens de la phrase. Fait qu'on a eu cette première phase-là de traduire tout le Nouveau Testament. Ensuite, il y a eu revision. Fait que la revision, c'était les coucoums, les personnes, les aînés. On leur a donné ça pour lire ce qui avait été fait avec l'Évangile de Jean. Puis les coucoums disaient « Ah, ça, je comprends pas trop. » Fait que là, il y avait des révisions, des corrections à faire. Fait qu'eux autres, les linguistes prenaient en note « Ah, ce bout-là, c'est pas sûr. Mm-hmm. » Fait que là, après ça, on retournait ils revenaient pour faire « Ça, là, je suis pas sûre que c'est comme ça que ça se dit. » Donc, ça a été de la révision, ça a été de l'analyse. Ensuite, il y a eu... Comment je dirais ça? La Bible en algonquin, on a eu une autre personne qui fallait traduire de l'algonquin au français pour voir si ça comprenait, si c'était compréhensible. Après ça, il y a eu une autre phase qui disait la compréhension de texte. C'était tout un travail, c'était vraiment intéressant, là. Et ça, c'est 35 ans. 35 ans, on a fait ça. C'était vraiment minutieux, un travail de minutie, là. Pour finir, en 1998, il y a eu le lancement du Nouveau Testament. Et donc, ce Nouveau Testament, en Anishinaabe-Mowen, par exemple, quelqu'un de Picogan ou quelqu'un de Kitisakik ou de communauté, disons, en territoire ontarien, des communautés Anishinaabe, ils vont feuilleter cette version et saisir. Nous, on l'a traduit à la version algonquine, Anishinaabe, la nation algonquine. On est 9 communautés. Oui, ça c'est la version que pour les Algonquins. Il y a une version pour les Atikamekw
il y a une version pour les Mohawks, il y a une version pour les Cris. Par contre, dans chaque communauté, si je dirais Picogan et Lac-Simon, on n'a pas le même dialecte. C'est ça. On parle, oui, le début du mot est comme semblable, mais des fois, la terminaison du mot, c'est pas la même. Mais tout le monde va comprendre. Tout le monde comprendrait, oui, c'est sûr. Puis on a mis aussi l'écriture en français, mais on a aussi adouci quelques lettres. Parce que le G n'existe pas en Anishinaabe, dans l'alphabet traditionnel. On a mis le G pour adoucir le K au lieu de G. C'était vraiment là, tout un travail. Moi, je me rappelle, là, j'avais mes 2 petits. Après David, on a eu Sophie. Les enfants jouaient à terre, puis moi, j'étais assise sur la table de salon, je traduisais, puis des fois, quand ils dormaient, bien là, j'en profitais parce que c'était ça mon travail. J'ai fait ça pendant 19 ans, puis... Votre objectif, est-ce que vous diriez que c'est peut-être transmettre la langue ou transmettre votre foi? Je dirais les 2. Plus la langue, parce qu'après ça, mon travail a continué à enseigner la langue. Mais aussi, chez ma mère, moi, chez mes parents, ma mère était tellement pieuse. Donc, oui, j'ai encore la foi, là. Mm-hmm. Mais je dirais, je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça, là, mais avec tout ce qui s'est passé au pensionnat, la religion, elle a gobé, elle a pris une débarque, je dirais. Mais j'ai toujours gardé la foi. Puis il y a souvent aussi des passages où quand je traduisais, je disais « Ah, ouais, c'est ça la vie ». Ça m'a aidé aussi dans la foi, ça, là. Fait que je peux pas parler pour les autres, donc je parle pour moi. Donc ça vous a rapproché un peu des valeurs catholiques, vous diriez, d'avoir traduit le Nouveau Testament? Oui. Ça vous les a fait comprendre de manière plus profonde? Oui, plus profonde, plus... C'est sûr qu'avec nos valeurs, nous aussi, c'est sûr que les 2 ensemble, ça fait moi. C'est ça. Mais moi, chez nous, je continue à prier, moi, là. Mm-hmm. Tous les matins, je prie. Tous les matins, je prie ma mère, je prie mon père, je prie lui en haut, puis je lui parle, puis tous les matins, je suis comme ça. C'est comme depuis un bout, là, tu sais. France Mohat, en plus d'enseigner la langue Anishinaabe, vous avez participé, sauf erreur de ma part, à l'organisation de journées culturelles dans votre communauté, à Picogan. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de transmettre, de passer la culture aux générations qui suivent? Moi, quand j'étais jeune, ma mère, mes parents ont toujours fait une journée pour remercier la nature. On appelait ça Miigwech Kijigan. Donc, le fait de remercier ce que la terre nous donne, on fait une espèce de festin, un magoshan. Donc, Miigwech Kijigan, moi, j'ai voulu le garder, puis j'ai voulu le transmettre à l'école. Donc, à l'école, tous les années, on a une journée pour faire une journée de culture. Là, c'est toute l'école, quasiment tout le village. On fait cuire 30 outardes et 15 castors sur un long feu dans un tipi fait en long. Et cette journée-là, ça s'appelle Sagabuan Kijigan. Sagabuan, c'est faire cuire un gibier sur le feu. Et ça, à tous les années, les gens attendent ça, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas manger ou il n'y a pas de chasseurs dans la famille, donc ils en profitent, puis on fait une belle journée avec ça. Là. Les enfants, ils font cuire leur bannique autour du feu. On a des desserts, on a des personnes âgées qui viennent, on a des concours de col d'outarde. On a une grosse journée, là. Fait que c'est bien. Les enfants aiment beaucoup ça, même les parents aiment ça aussi, là. En faisant la journée Sagabuan, la journée culturelle, c'est sûr que les parents, souvent, quand on rencontre parce qu'on mange tout ensemble, on peut manger dehors, on peut manger dans les classes quand il fait pas beau, mais souvent c'est dehors. Plusieurs parents disent « j'aimerais ça apprendre. » Est-ce que ça s'organise, des cours pour les adultes? Pas tout de suite, parce que ça prend... oui, c'est sûr qu'on pourrait en avoir, mais le financement aussi, il faut l'avoir. Il y a une question que je la lance parce que c'est quelque chose qui me chicote. Après discussion avec quelques personnes, entre autres à Kétisake et à Lac-Simon, je me demande à Picogan si c'est aussi présent, mais
la gigue qu'on a pu voir, entre autres, c'est ça, à Lac-Simon et à Kitisaki, quand des gens nous ont parlé de ça. Est-ce que c'est présent aussi à Picogan? Puis si oui, comment ça s'explique, cette présence de la gigue ou des sept calés? Moi, ce que je pense, la gigue a commencé quand il y a eu les rencontres au lac Abitibi. Je parlais tantôt, là, tous les clans allaient au lac Abitibi pour la rencontre annuelle avec le missionnaire et avec la rencontre de la compagnie de la baie du Son. Mais ça vient de l'autre bord, je crois. Ça vient des marchands généraux qui étaient des Européens. Peut-être que ça vient de là, la gigue, parce qu'il n'y avait pas de musique. Mais Anishinaabe a toujours aimé ça, s'amuser. Fait que quand il y avait des mariages là-bas, c'était 3 jours de danse et 3 jours de fête. Et pendant 3 jours, là, ils faisaient comme une espèce de plancher, ou des fois, c'est dans des maisons, une petite maison, puis là, ça dansait là. France Mowat, Kichimigwech. Ça fait plaisir qu'on écoute, Mélobijan. C'était France Mowat, enseignante à l'école Miigwech de Picogan, traductrice et grande gardienne de la langue et de la culture Anishinaabe. Nous la remercions chaleureusement de cette entrevue enregistrée en avril 2022 à l'église de Picogan. Nous remercions également Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Merci Mathieu Lavigne. Merci Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.